Bonjour, ravie de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois une actrice comédienne à l'affiche de 2 films en ce moment, Arrête avec tes mensonges et Juste ciel. On va commencer à parler de ce film puisqu'il concerne beaucoup KTO. Il s'agit de Guylaine Londaise, notre invitée. Bonjour. Bonjour Guylaine, merci d'être avec nous Je vous en prie. sur KTO, dans Lumière intérieure. Je parlais de ce premier film où vous êtes à l'affiche, c'est Juste ciel, c'est une comédie assez désopilante avec des bonnes sœurs qui partent sur une course cycliste. Alors il y a 2 équipes de bonnes sœurs qui sont pas tout à fait de la même communauté, qui s'affrontent. Ouais. Vous êtes dans une communauté où c'est Valérie Bonneton qui est la mère supérieure qui tient ses ouailles et ses filles, puisque vous êtes 4-5 sous sa férule. Et donc il y a cette course cycliste pour sauver un EHPAD en fait. Hein. C'est ça, pour récolter des fonds. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même une joyeuse comédie pendant 1h30. Je vous propose de regarder tout de suite. Allez, on regarde tout de suite la bande-annonce. Ça marche. Recueillement pour nous évoque cueillir, accueillir, recueillir. C'est bien pourri quand Ça suffit! Vous, dans mon bureau. Vous allez aider le vieillard de l'hospice. Faut aller à la mairie pour demander une subvention, mais c'est des démarches compliquées. Hein. Cette année, tout est passé là-dedans. Vous avez fait quoi? Je t'enverrai crépir dans les flammes de l'enfer! J'adore cette histoire de course de vélo. Justement, c'est ce que je leur disais. Hein? Prête! Partez! Enfin, mais que vous arrive-t-il, ma fille? Je sais pas comment ça marche. Sœur Joséphine de la Rédemption. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Nous venons participer à la course de vélo. Oh putain, nom de Dieu! Malgré le potentiel évident de votre équipe, je crois que nous allons nous débrouiller. Et si on demandait à Monsieur Pierre de nous donner des cours? Alors les filles, paraîtrait qu'on a besoin d'un homme finalement. On va leur montrer ce qu'on a sous la robe à ses culs serrés. C'est moi qui vais la gagner cette course. Et je suis prête à tout pour ça. Allez, ma mère! Il faut le rappeler, donc Juste ciel, c'est une comédie de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, on l'a dit, Claire Nadeau, Camille Chamou et Sidsé Babette Knussen, c'était l'héroïne de Borgen, la Darnoise, et donc vous-même. Et une jeune fille qui s'appelle Louise Malek aussi. Et Louise Malek, voilà, comme ça on a cité beaucoup des comédiennes surtout, et beaucoup de comédiennes. C'est un film avec beaucoup de femmes. Ouais, c'est un film choral et c'est que des femmes. Il y a François Morel quand même, il y a la présence de François Morel. Qui est très drôle aussi. Il est très très drôle. En effet, c'est un film choral, un film de femmes, en fait, de femmes rigolotes. Hein. On est dans une vraie comédie. Et c'était très agréable d'ailleurs d'être qu'entre femmes. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, oui, parce que ça peut ne pas bien se passer. Parfois aussi parce qu'on est entre femmes. La nature humaine, on la connaît, elle est quand même complexe. Et par moments, avant que les choses s'arrangent ou ne s'arrangent pas, il faut du temps, ça peut devenir complexe. Là, non, ça a été assez immédiat. Le casting était quand même, était vraiment très bien fait, je dirais, très bien proposé. Laurent Tirard a cette qualité. Déjà, j'avais tourné avec lui dans Le Discours. Et déjà, il y avait cette qualité-là aussi de personnalités qui pouvaient se fondre ensemble et travailler ensemble en bonne compagnie et en bonne intelligence, quoi. Donc là, c'était le cas aussi. C'était le cas et il valait mieux parce qu'on était enfermés quand même dans un espèce d'hôtel. C'était pendant le 2e confinement. On n'avait pas le droit de sortir, donc l'équipe entière était dans un hôtel avec un golf tout autour. C'était assez magique, c'est dans le Jura. Et en fait, il valait mieux s'entendre parce que nous sommes restés comme 1 mois et demi enfermés. Et donc toute la journée ensemble, le soir ensemble. Enfin, il valait mieux s'entendre, quoi. C'était le cas. C'était très agréable. Oui, l'alchimie fonctionne bien d'ailleurs. Ouais. Vous connaissiez entre comédiennes, Valérie Bonneton, vous aviez... Valérie Bonneton, j'avais un peu travaillé avec elle, mais c'était vraiment sur une journée et encore même 2 scènes, donc c'était assez rapide.
Et les autres, je ne les connaissais pas. Camille Chamou, je ne connaissais pas. Claire Nadeau non plus. Je ne les avais jamais rencontrés, quoi. Mais non, ça s'est fait assez immédiatement. Justement, en fait, en ayant des personnalités aussi contraires ou aussi opposées par moments, en fait. On vient toutes d'une école très différente, je dirais, ou de cinéma ou de théâtre. Mais c'était ça qui était très agréable, en fait. Ça a fonctionné quand même. Ah oui, ça fonctionnait bien. Chacun incarne effectivement une personnalité, une sœur différente. Un clown. Un clown différent. Un clown différent. C'est vrai. Alors ouais. vous êtes sœur Béatrice. Ouais. Vous êtes la plus joviale et joyeuse, un peu naïve de la bande. Vous chantez beaucoup, vous riez beaucoup. Ouais. Ça a été facile d'interpréter cette sœur rôle de composition ou non, c'est votre nature en fait? Je crois qu'en fait, est-ce qu'on joue des rôles de composition? Jamais, je crois pas en fait. On va chercher en nous plutôt une couleur. On a tous des couleurs et une multitude de couleurs à l'intérieur de soi. Et en fait, on va chercher, selon les personnages, une couleur particulière. Et celle-là, je dirais que c'était la plus... J'ai déjà joué des rôles naïfs ou comme ça un peu à la limite de la sensiblerie, mais je dirais que celle-là, je suis allée chercher mon clown naïf. Et je l'ai forcément cette naïveté. On l'a tous en nous, cette naïveté, une certaine naïveté, une couleur naïve, je crois, que je suis allée chercher. Vous êtes allé chercher, oui, parce que vous avez, comme vous dites, plusieurs couleurs. On vous a vu dans différents rôles. Alors, on sait que vous avez toute une palette de talents en tant que comédienne. On vous a vu notamment dans 10%. Ouais. Où là, vous incarnez un sosie un peu d'Isabelle Huppert. Ou en tout cas, enfin, c'est Isabelle Calmet, je crois, dans le... on porte le même nom. Le même nom. C'est pour ça qu'on vient me chercher, d'ailleurs. Exactement. Parce qu'il y a un problème de contrat, un problème d'exclusivité. Et comme Isabelle Huppert avait signé un contrat d'exclusivité et que finalement, elle tourne dans beaucoup d'autres choses, les Américains viennent à la charge en disant « Oh là là, mais là, on a appris que... » Donc, ils se disent comment on pourrait sortir de cette galère. Et donc, en fait, ils cherchent une autre Isabelle Huppert. Ils disent, il y a une autre Isabelle Huppert qui existe en France. Isabelle Huppert, c'est vous. C'était moi. Vous l'incarnez dans 10%. État. Je vous propose de regarder l'extrait. Et c'est une mise en abîme, puisque vous-même, comme comédienne, vous jouez une comédienne qui joue une scène aussi. Enfin, regardez. Ouais. Ah oui, Monsieur Gardette. Oui. Ah oui. Oui, c'est la scène où donc je joue le rôle de l'infirmière. Et je fais les soins à ce petit monsieur. Oui. En fait, il est vieux, il doit avoir 90 ans, et il s'est cassé le col du fémur. Et donc, je sens qu'il a envie de parler. Mais moi, j'ai 3 minutes 45 pour nettoyer chaque patient, j'ai pas le temps. Et je lui dis, à tout à l'heure, en partant. Ah oui. Et à la fin de ma journée... j'étais fatiguée et je me dis, bon, il faut que je repasse le voir quand même. Et je rentre dans sa chambre et il était mort. Il est mort. J'ai pas eu le temps de lui parler. Vous êtes encore dans votre personnage. Oui, parce qu'Isabelle est une très grande actrice, comme je vous l'ai dit. Oui. Et elle prend ses rôles très à cœur. Ouais. Pardonnez-moi de vous déranger, mais Claude Lelouch j'aimerais beaucoup s'entretenir avec Isabelle. En cela, écoutez, comme j'aime beaucoup ce que vous faites et que je prépare un nouveau film, j'ai peut-être quelque chose de très intéressant à vous proposer. Je peux vous parler? Allez-y, bien sûr. Donc voilà, là, une comédienne quand même moins joyeuse qui montre quand même une autre palette d'émotions, à savoir la tristesse, et vous le faites très bien parce que même le il y a ce double regard, double filtre. Le chagrin, en fait. J'ai adoré jouer ce personnage-là parce que il m'a permis déjà de rendre hommage à une profession qui est quand même malmenée, maltraitée, comme les infirmières, en tout cas tout le système, on le connaît, hospitalier, qui est quand même dans une grande galère. Et ça m'a beaucoup plu de raconter que c'est son métier et toute la journée, en effet, j'imagine, on est face à des drames
de toutes sortes, face à la douleur, face à la mort, face à peut-être l'immense solitude de certains malades, etc. En fait, ce que j'avais envie de raconter là, et ce qu'on m'a permis de faire, et que j'ai adoré faire, c'est ça, c'est rendre hommage et donc donner tout ce que je pouvais de mon cœur et pour raconter, je pense, la difficulté de faire ce métier en ayant de moins en moins de temps et en ayant de moins en moins de moyens. Et c'est ce que raconte ce petit extrait-là, c'est qu'elle n'avait plus le temps, elle n'avait pas le temps, elle se rendait compte qu'en effet il aurait fallu rester un petit peu, mais elle n'avait pas que ça à faire, elle était fatiguée, elle oublie de revenir et il meurt entre-temps et il meurt seul. Enfin, j'imagine que toute la journée, ces gens-là, et c'est pour ça qu'il faut les honorer, enfin, ils passent quand même toute la journée à avoir une émotivité peut-être protégée, ils doivent se protéger, mais je pense pas tout le temps, pas toute la journée, c'est pas vrai. Ils sont face à la douleur. Bien sûr. Vous vous nourrissez justement de ces expériences, de ces vécus, de ces émotions qui viennent des autres. Vous, comme comédienne, qu'est-ce qui est plus facile en fait, d'incarner quelqu'un de joyeux, la joie, les rires, ou justement ces émotions plus lourdes, la tristesse, même la colère? J'aime tout jouer parce que ce métier me permet de m'exprimer. Il y a plus de facilité dans un endroit que dans l'autre ou... Non. Parce que je trouve que faire rire, si on nous dit faites-nous rire. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que je sais, moi, de mon clown? Est-ce qu'il va être drôle? En plus, j'aime pas l'idée de... Vous savez, très primaire, on dit faites-nous rire. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Très compliqué, le rire. C'est compliqué, le rire. Très. Il faut que les plus situations que les pleurs, finalement. soient très bien écrites. Il faut qu'on soit bien regardé. En fait, c'est une histoire de rythme aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que De Funès était très bon. C'était un pianiste, d'ailleurs. C'était le maître. Hein. C'était son. Vous êtes inspiré, d'ailleurs. Ça ressemble un peu à une comédie un peu vintage, à la De Funès, forcément, avec des bonnes sœurs en plus, parce qu'on l'a souvent vu avec des bonnes sœurs. C'est ce qu'il désirait. Voilà, le côté un peu comédie. Et c'est vrai qu'on y est. On trouve ça. Absolument. Vous avez revu des De Funès, justement Non, mais c'est tellement présent. Enfin, chaque fois qu'un De Funès passe à la télévision, on se dit chaque fois, Rabbi Jacob, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Chaque fois, je dis non, je regarde juste les 2 premières minutes, en fait. Je reste devant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une telle perfection, cet homme-là. On sent aussi une telle générosité, un tel travail, une telle exigence. Pour travailler votre rôle, vous avez fait comment? De sœur Béatrice, vous êtes allée dans des couvents, vous avez... En fait, j'avais déjà joué une bonne sœur, mais c'était une Clarisse, donc c'était pour Paul Verhoeven. Un film de Paul Verhoeven. Benedetta. Et donc je m'étais déjà... C'est sœur Jacoba. Jacoba, on disait, mais... Voilà. Et j'avais déjà regardé plein de documentaires sur les congrégations de toutes sortes, ou en tout cas... De toute façon, ça m'a toujours intéressée, pour tout vous avouer. J'ai toujours aimé écouter Sœur Emmanuelle, j'ai toujours aimé... j'ai lu ses livres, en fait. Ah oui. Ne nous dites pas tout, parce que on va peut-être en parler dans cette deuxième partie. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Oui, en tout cas, je m'étais déjà intéressée en regardant des documentaires. Ouais. Et pour Sœur Béatrice, juste, en effet, regarder des documentaires et des personnalités. Parce qu'évidemment, chez les bonnes sœurs, comme chez tout le monde, il y a des personnalités hors normes. Et avec des énergies incroyables. On va en reparler dans cette deuxième partie où je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les commenter. En général, je les déflore pas, mais là, bon, vous allez voir. C'est pas une surprise, le premier mot. À tout de suite. À tout de suite, Hélène. Promesse tenue, le premier mot, on a commencé à en parler. C'est le mot sœur. Sœur. Donc on pense évidemment à bonne sœur aussi. Ouais. Est-ce que vous voulez que je parle des bonnes sœurs ou de ma sœur? Justement. On va continuer sur les bonnes sœurs. Notamment, vous vouliez peut-être nous parler de Sœur Emmanuelle. Ouais. Je crois Mère Teresa aussi. Elles font partie des femmes que vous appréciez. Ah oui, vraiment. Sœur Emmanuelle, j'ai un coup de cœur pour elle. C'est une femme qui m'a régulièrement accompagnée. En fait, j'ai lu son autobiographie qui m'a éblouie
parce que c'était une femme vraie, une femme qui délivre ses secrets, parce que en fait ce ne sont pas des secrets. En fait, ce que j'aime, c'est sa façon de se raconter qui est très vive, très simple. Elle parle de nous et elle parle d'elle, mais j'ai toujours aimé sa façon de se raconter, puis de raconter le monde et le monde dans lequel elle a évolué. D'où elle venait, ça j'ai adoré aussi. Elle disait qu'elle pétait dans la fourrure et que c'était une enfant gâtée, qu'elle était orgueilleuse et que ça a été long pour même apaiser ou tranquilliser cet orgueil qu'elle avait très présent apparemment et contre lequel elle bataillait pas mal. Et j'ai aimé aussi tout son parcours. Il est étonnant et quand elle part à la retraite, elle décide de ne pas partir à la retraite, elle décide de mettre en place les chiffonniers. Donc en fait, j'ai trouvé ça fou. Voilà, c'est une femme exceptionnelle, je trouve. Exceptionnelle, vraiment. Et vous admirez également Mère Teresa. Mais oui, mais c'est des femmes, ça... elles ont une telle puissance, une telle vibration. Elles croient tellement en ce qu'elles font, au-delà de croire. Parce que ce qui est très beau aussi, Sœur Emmanuelle raconte que parfois, elle perdait la foi. Quand elle se trouvait face à je me souviens d'un extrait dans son livre où elle dit, au milieu de toute cette misère absolue, un enfant qu'elle voulait sauver meurt dans ses bras. Et elle raconte avec beaucoup de... C'est très beau ce passage. Elle s'est adressée au ciel en disant « Mais c'est pas possible, vous n'existez pas, vous ne pouvez pas permettre ça ». Elle a eu des moments de vraie fragilité dans sa foi. Et ça n'a fait d'ailleurs, elle le raconte, que renforcer sa foi par la suite en lui donnant toute cette force pour se battre et trouver les moyens et d'avoir les moyens certains moyens pour accompagner la misère humaine et à plein de niveaux. Il y a la misère, il y a plein de misère, quoi. L'humain est misérable, je trouve, de par sa nature fragile et sensible. Voilà. Enfin voilà, en effet, Sœur Emmanuelle est une femme que j'aime énormément. J'adorais sa vitalité, son humour. Une grande femme, quoi. Ouais, un exemple. Un exemple à suivre. Ouais. Et votre sœur, justement. On est avec le mot sœur. Ouais. Vous avez des frères aussi? Ouais, j'ai un frère aîné et une sœur aînée. En effet, je suis la petite dernière. Et ma sœur était bizarrement, je l'ai découverte assez tardivement. En fait, on avait des parents qui travaillaient énormément, donc on était très, très seuls. Et donc, quand on est très seul et très isolé comme ça, quand on n'est pas très accompagné, on peut ne pas aussi être proche de ceux qui sont les plus proches, c'est-à-dire son frère et sa sœur, parce que chacun va à ses activités propres, parce qu'il doit se sauver peut-être de ce désarroi. Quand les parents ne sont pas présents, je trouve que ça laisse la famille dans un grand désarroi. Et du coup, ça peut, au lieu de réunir, ça peut justement faire qu'on s'isole les uns des autres et que chacun va qu'à ce qu'il doit faire. Et du coup, il n'y a pas forcément de rapport ou de rapprochement. Et je me rapproche de ma sœur aujourd'hui. Et j'en suis bien, bien contente parce que c'est nécessaire de connaître mieux les personnes, le milieu d'où on vient. Enfin, je trouve que c'est nécessaire ce retour-là. Et je trouve que c'est le bon moment aujourd'hui. Je suis prête vraiment. Et c'est très agréable de revenir, de repasser par. C'était important. Voilà, donc ma sœur, je la connais mieux aujourd'hui. Et comme elle me connaît mieux aujourd'hui. Elle s'appelle comment? Karine. Karine. Et votre frère? Éric. Les liens se retissent également? Oui. Oui. C'est plus doux, c'est plus apaisé. Et c'est vachement bien. En fait, c'était déjà apaisé. En fait, il n'y avait pas de violence entre nous.
C'était juste, on était tous un peu éloignés. Et là, en vieillissant, je sais pas, c'est plus apaisé. Et j'en suis ravie. Et vous vous rapprochez. Oui. Les parents donc très, très absents. Oui, très occupés. Très occupés. Ouais. Je vous propose le deuxième mot de ma petite liste, c'est le mot ombre. 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 Bah ouais, on en porte tous une. En tout cas, elle est très présente chez chacun, je pense, l'ombre. On en a peur. Je pense que longtemps, on en a peur de cette ombre. Cette ombre, ça peut être quoi? En fait, ça peut être tellement de choses, l'ombre. J'en ai une, comme tout le monde. Elle est présente. Je suis très solaire. Et évidemment, en étant très solaire, j'ai aussi ce côté sombre, ombre, mais qui aujourd'hui ne me fait plus peur. Aujourd'hui, pareil, je crois que j'ai fait la paix avec ce qui me faisait peur, c'est-à-dire l'humain. L'humain est tellement complexe. Nous sommes complexes tous. Et je trouve que le seul but à atteindre dans cette vie, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est de me libérer, c'est d'être dans cette liberté-là, de cette acceptation-là de moi. Je crois que c'est mon seul but, le seul but que je veux atteindre, c'est celui-là. C'est la liberté intérieure. Et donc liberté intérieure veut dire reconnaissance de l'ombre, reconnaissance de sa lumière, et en reconnaissant ces deux pôles, les unir, et pour devenir, si possible, je l'espère, j'aimerais beaucoup être un soleil. Et quand je dis soleil, c'est pas forcément briller dans la lumière. C'est juste être un soleil intérieur pour être un soleil extérieur, c'est-à-dire pour servir à quelque chose, apporter quelque chose aux gens, c'est-à-dire ce que je cherche moi-même, la lumière. Alors je ne vais pas apporter des réponses aux gens, non. Non, j'ai pas cette qualité-là, mais j'ai pas cette puissance-là, j'ai pas cette intelligence-là. Je veux juste par ma vibration, juste par ma recherche et mon apaisement à venir est déjà présent, le partager avec les autres. Je me dis si je peux au moins partager ça avec les autres, ce sera déjà super. Vous partagez déjà votre lumière et votre énergie par vos rôles. Il y en a eu des dizaines. Est-ce que vous avez eu parfois le sentiment d'être un peu dans l'ombre, justement, d'autres acteurs, d'avoir des seconds rôles maintenant, et que maintenant vous êtes peut-être davantage dans la lumière? En tout cas, là, vous y êtes avec 2 films à l'affiche. Oui. Il faut être prêt pour ça, je crois. En fait, en effet, longtemps, on m'a maintenue. Je crois qu'on n'avait pas trop... J'ai eu la chance de travailler alors que je suis quelqu'un de très discret, en fait, qui ne cherchait pas forcément une reconnaissance extérieure. Il faut la reconnaissance extérieure. En fait, voilà, c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la reconnaissance extérieure, des gens qui vont nous juger, des spectateurs, mais surtout en fait des journalistes, des gens qui vont s'intéresser à nous pour pouvoir continuer à travailler quand même. En tout cas dans le cinéma, c'est quand même très important. Au théâtre, c'est encore autre chose. C'est une autre façon de se présenter devant les autres. C'est encore autre chose. Je fais du théâtre aussi, j'adore ça. Justement, quand est-ce qu'on va vous voir de nouveau au théâtre? Parce que la dernière... Écoutez, j'espère bientôt. La dernière pièce est en 2019, c'est ça, Suite française de Irène Nemirovsky. Exactement, que j'ai adoré jouer. C'était sous le regard de Virginie Lemoine. J'ai adoré. Mais là, j'ai un projet qui devrait voir le jour à la rentrée. On est en train d'y penser. Mais vous n'en dites pas plus pour le moment. Comment? Et non. Entendu. Et non, tant qu'on signe pas les choses, madame. C'est sûr. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc retour au théâtre, toujours dans la lumière. Je vous écoute. On poursuit sur ce côté ombre et lumière. Ouais. Donc, et je pense que de toute façon, il faut être prêt. Il faut le vouloir aussi être dans la lumière. Il faut être prêt parce que ça exige
Une grande solidité, mine de rien, en fait. Est-ce qu'on peut être acteur, comédien, sans vraiment vouloir la lumière, finalement? Oui. On ne fait pas tous le même métier pour la même raison. Tout le monde parle de reconnaissance et tout le monde dit que tous les comédiens ont besoin de reconnaissance. On a besoin d'une reconnaissance parce que, à travers notre travail, moi, c'est ce qui m'apportait au départ. Je voulais être reconnue parce que je travaillais bien et qu'on voyait que... j'aime tellement ce travail. Il continue de me passionner et il continue de m'émouvoir au plus haut point. Et regardez, de vous le dire, ça m'émeut parce que c'est le moyen que j'ai eu d'être au monde et que c'est le moyen que j'ai trouvé pour être au monde et c'est le moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer. Donc en fait, vous voyez, c'était pas tant m'exprimer devant des journalistes et raconter qui j'étais, même si je le fais aujourd'hui. C'était plutôt m'exprimer ce métier. Et je veux le faire et je veux continuer de le faire parce que c'est mon moyen, c'est le moyen que j'ai pour de m'exprimer. Et donc de parler de mon malheur, mais du malheur en général, de parler de la joie, mais de la joie en général, de parler de ma sensibilité, de mon regard sur le monde, mais de parler du monde, d'être au monde, d'être avec les autres. Et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé parce qu'en fait, le meilleur, pourquoi? Parce que ce métier m'a permis de grandir et de grandir bien. Parce que j'ai rencontré des gens formidables et qui m'ont aidé à grandir et ils m'ont donné la parole en fait. Celle qu'on vous a enlevée peut-être enfant? Celle que j'ai pas pu exprimer enfant, en effet. Il y avait pas la place en fait, c'est vrai. Pas la place d'une expression? Non. Dans le milieu familial? Non. Où vous étiez, les personnes qui vous ont tendu la main, lesquelles sont-elles? Celles qui vous ont marqué sur votre chemin? Un premier amour, un homme qui m'a beaucoup apporté. Et je crois que c'est le premier, j'avais 20 ans, c'est le premier qui m'a vue, je crois. C'est le premier qui a dit tu es une artiste, Guylaine, et il faut que tu ailles dans cette direction. C'est pas rien, parce que bon, c'est pas quelque chose qui était si clair pour moi. Ensuite, j'ai rencontré une femme, Diane, qui a été une femme extraordinaire, qui était une croyante, une chrétienne qui vivait sa foi chaque instant. C'est une femme qui avait une générosité extraordinaire, qui était à l'écoute des autres. C'était une femme que j'ai beaucoup aimée, qui était comme ma mère spirituelle, je dirais. Donc voilà, il y a eu un premier amour, il y a eu cette femme, et puis j'ai des amis très chers, qui sont très chers à mon cœur, qui font partie de ma famille, quoi, bien sûr. Voilà. Et des artistes, des comédiens, bien des sûr. metteurs en scène bien qui sûr. vous ont particulièrement marqué, aidé? Évidemment. Évidemment, vous savez, dans ce métier, c'est ça qui est fou. On peut se lier d'amitié, c'est dans une fulgurance par moment. On trouve l'autre, on aime l'autre immédiatement. On joue des frères, on joue des sœurs, on joue des mères, on joue des amis. Et il faut que, évidemment, le contact se fasse assez immédiatement. Et donc, avec certains, ça se fait immédiatement. Avec des compagnons de jeu, ça se fait immédiatement. C'est merveilleux, ça, en fait. Ça aussi, il y a des frères de jeu, des frères d'âme, c'est immédiat. Alors, on les accompagne peut-être pas dans la vie, ils nous accompagnent peut-être pas dans la vie, mais ils sont chers à notre cœur aussi, bien sûr. Et des réalisateurs de la même façon. Je voulais en parler pour un peu plus tard, mais on peut en parler tout de suite de ce film qui vient de sortir le 22 février et qui s'appelle Arrête avec tes mensonges de Guillaume Tonquédec. Voilà, avec Guillaume de Tonquédec. Un très très bon et beau partenaire d'une élégance folle et le réalisateur d'une élégance folle aussi. J'ai adoré son regard, comme j'ai adoré le regard de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est juste magique quand il vous regarde en fait. C'est magique parce qu'en fait, il ne vous dirige pas,
il vous regarde et sa vibration, la vibration qu'il vous donne à travers ses yeux, à travers son corps, c'est un homme qui a 82 ans aujourd'hui, qui est toujours aussi passionné par son métier. Il cherche toujours quelque chose. Et à travers vous, il veut que vous l'aidiez à trouver cette chose. Donc quand c'est à vous, quand c'est votre scène, quand vous allez jouer, il peut vous dire juste un mot, mais il vous regarde surtout avec ses grands yeux noirs. Il a une vibration extraordinaire à travers le regard. Et il vous dit avec son regard, donne-le-moi. Donne-moi ce que tu peux me donner de mieux de toi dans cette scène. Vas-y. Et quand il dit action, c'est action. C'est vas-y. Donne-le-moi. Et ça, c'est magique en fait. Quand on vous regarde comme ça, c'est magique parce qu'en fait, c'est plus de l'ordre du jeu, c'est de l'ordre de l'âme. C'est de l'ordre de la vibration. Comment je vais pouvoir lui donner tout ce qui fait que, pour les raisons pour lesquelles il m'a choisi, j'ai passé un casting pour ça, et je dois lui donner plus que le jeu, mon cœur. Il me regarde avec son cœur, je veux lui aussi lui donner mon cœur. C'est très important pour moi. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui ont d'autres choses, d'autres qualités. Il y a des réalisatrices et des réalisateurs qui ont des qualités merveilleuses. Hein. Et il y a des gens qui ont des qualités vibratoires. Et c'est ce qui m'émeut le plus et ce qui me touche le plus. La vibration de quelqu'un. J'aurais bien voulu vous proposer comme troisième mot vibration, malheureusement. Ah, excusez-moi. Je ne l'ai pas choisi. Il est beaucoup plus concret. C'est Occitanie. Occitanie. Ce sont vos racines. Oui, ce sont mes racines, absolument. Occitanie, c'est... Vous êtes né à Saint-Gilles, dans le Gard. Exactement. Et vous avez parcouru les conservatoires de théâtre de Nîmes, Montpellier, oui. L'école de Saint-Étienne. Ouais. Et ensuite, vous vous êtes monté à Paris. Et oui, je suis montée à Paris. Vous les sentez, ces racines occitanes ? Ce que je ressentirais plus... Oui, bien sûr, je suis une femme du Sud, hein, évidemment. Profondément du Sud. Et quand je dis profondément du Sud, au-delà de l'accent, qu'on veut toujours juste me faire remarquer, c'est pas ça. Être une femme du Sud, vous savez, c'est quand même le bassin méditerranéen, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est c'est caché en fait. C'est marrant. Les gens du Sud sont des gens très solaires, mais sont des gens très cachés. C'est pour ça que souvent on ne les comprend pas, je pense. Les gens du Sud ont en effet avec eux pratiquement toute l'année le soleil. Et forcément, ça agit sur eux. Donc ce sont des gens qui, quoi qu'il arrive, malgré les drames et les chagrins, sont des gens très solaires. Restent avec une vitalité très importante, mais sont des gens très mystérieux, très cachés. C'est ça qui est... ça peut-être que j'ai envie de parler, ouais. Ce mystère-là, il le reste pour moi. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis partie aussi. Je crois que j'avais besoin de m'en détacher pour trouver ma part mystérieuse, mais ailleurs. Et pour mieux reconnaître le Sud aussi. Partir pour mieux revenir peut-être, hein, ou pas. Mais c'était important pour moi de partir. Mais je suis pleinement et totalement occitane et méditerranéenne, bien sûr. Mais voilà, c'est important que je parte. Et peut-être un retour. Peut-être. Pas sûr. Pas sûr. Les gens du Sud, vous l'avez très bien dit, sont des gens solaires, qui aiment le soleil. Ouais. Et qui est l'adjoint du soleil? C'est le ciel. Ouais. Quatrième mot, ciel. Oh, le ciel. Eh ben voilà, ça c'est un mot important pour moi. J'y crois, au ciel.
je ne sais pas si je crois en Dieu, ma foi est beaucoup plus diffuse. Je suis quelqu'un de très spirituel. Je crois que j'ai absolument besoin du ciel. J'ai absolument besoin de la verticalité. J'aime la verticalité, j'aime sentir que je ne suis pas que humaine, même si je nous trouve bouleversants, les humains. Mais je nous trouve des fois terriblement humains, donc terriblement horizontaux. Et j'ai besoin donc de croire à quelque chose, ouais, au ciel, oui, c'est sûr. À l'immensité du ciel, déjà. Ouais. Besoin d'une élévation? Oui, absolument. Vous êtes né dans une famille catholique? Non, pas du tout. Du tout? Du tout. Puis alors, vraiment, pour le coup, réfractaire à la religion, ou en tout cas tout ce qui concerne ouais, le ciel. C'est des gens très cartésiens. Très cartésiens, trop cartésiens pour moi, je pense. Sont des gens extrêmement gentils, très humbles, très gentils. J'ai une famille absolument... vraiment gentils, hein. Ce sont des gens bien, bons. Mais voilà, je crois que je suis partie, pour toutes ces raisons-là, je suis partie de mon Occitanie, je suis partie de mon milieu pour justement trouver la respiration qui m'était nécessaire du ciel et de la découverte du monde. Et donc j'ai appris beaucoup de choses en partant. Et du coup, je me suis permise, en partant, de m'exprimer aussi avec ma verticalité. Votre expression artistique, elle est spirituelle, finalement? Oui, absolument, c'est tout à fait ça. C'est ça. Quand je travaille mes rôles, il y a toujours une dimension... Je ne travaille pas mes rôles d'une façon cartésienne. Je ne travaille pas que la psychologie. Je travaille la vibration du personnage. Et la vibration du personnage, c'est tout ce qui ne se raconte pas. C'est tout ce qui ne se calcule pas. Je ne calcule pas la vibration que je vais donner à mon personnage, mais je la cherche. C'est à travers le son de ma voix. Où tout d'un coup, ouais, je cherche autre chose que la psychologie ou le côté que terrien d'un personnage. Même si un personnage est très terrien, je vais chercher sa vibration ailleurs. Ça vous prend du temps pour entrer dans un personnage et en sortir par la suite? Je travaille beaucoup. Je suis quelqu'un qui travaille énormément. J'ai besoin de beaucoup travailler pour comprendre que les premiers jets, les premières intuitions, pour moi, ne sont pas suffisantes. Il faut, justement, pour trouver cette vibration, travailler beaucoup, pour justement nettoyer les premières donc, intuitions et les premiers jets qui pourraient venir facilement, trop facilement. Je n'aime pas la facilité. Je me crée beaucoup de difficultés parce que j'aime trouver, voilà, la vibration et elle ne se trouve pas immédiatement. Donc j'ai besoin de beaucoup rêver un personnage. J'ai besoin d'être obsédée par lui. Et il vous habite longtemps ensuite? Non, parce que j'en sors assez rapidement. Par contre... Pas si comme dans la série 10%. Par contre, si vous me faites parler de mes personnages, ils sont tous en moi. C'est-à-dire si vous me faites parler de mon premier rôle, de mon 10e, ils sont là. Quel est le personnage qui vous a le plus marqué? Il y en a deux qui m'ont oh non, il y en a plus. Mais Benedetta avec Paul Verhoeven, parce qu'en fait, il m'a permis d'aller dans mon côté très austère et noir, très noir. Et encore, Jacopa, c'était une bonne sœur dont moi, j'ai imaginé que c'est elle, dans la congrégation dans laquelle elle était, qui portait le mieux la foi. C'était la plus intègre pour moi, qui était la plus austère, la plus noire, mais la plus intègre, la plus pure. Si on peut parler de quelqu'un qui est totalement pur, je ne sais pas, mais... Donc ça a été fort pour moi. Je voulais raconter... Je sais qu'en pensant à elle, je me lavais totalement tout le temps. Je disais non, c'est pas avec ton regard que tu joues, c'est avec sa vibration profonde.
Elle est noire, mais elle est d'une luminosité extraordinaire. C'était une lumière noire. Ça m'a bouleversée. Il y a un autre rôle qui m'a bouleversée. C'était dans un film qui s'appelle Primaire d'Hélène Angèle, où je jouais le rôle d'une AVS, donc d'une assistante de vie scolaire qui accompagnait une petite fille autiste qui était réellement autiste dans le film et qui était réellement autiste dans la vie. Donc. Et ça m'a bouleversée totalement. J'étais face à un petit être sauvage, inquiétant, changeant parce que ultra sensible. Et je jouais un personnage en plus qui n'avait pas la parole, c'est-à-dire qui avait très peu de mots avec elle. Une femme très inhibée, très timide, issue d'un milieu très, très pauvre. Elle était pauvre, cette AVS. Et s'occuper de cette petite fille autiste, avec très peu de mots, je devais raconter le désarroi de cette femme face à une petite fille, mais face à son propre parcours. J'avais peut-être 10 phrases à dire. C'était une femme qui bafouillait souvent, qui était souvent fragilisée par les autres et qui était fragilisée par la parole. J'ai adoré. Ça m'a bouleversée. Bouleversée d'être face à une petite fille autiste qui m'a bouleversée. Et face à cette femme qui était empêchée, qui n'avait pas la parole pour elle, qui n'avait pas la culture, qui n'avait pas l'éducation, et donc qui était complètement inhibée. Et voilà, je pourrais vous en parler des heures, je l'ai adorée aussi. Voilà. Donc tous les êtres comme ça, humbles, qui n'ont pas forcément la parole, j'aime leur donner la parole, mais une parole que je veux vibratoire absolument parce que j'aime défendre ces personnages-là. Hormis votre art, est-ce que vous avez d'autres façons de pratiquer votre spiritualité ? J'aime danser. Et danser, c'est pareil. Je trouve que c'est redevenir simplement l'essence divine. C'est-à-dire, vous voyez, la musique, quand je l'entends et qui me bouleverse, c'est divin, ça. Quand je danse et que d'un coup, je suis bouleversée par une musique, je sais que je suis en rapport avec en tout cas, une guirlande comme ça qui part de moi, de mon cœur et qui va vers le ciel. C'est une évidence. Quand je danse, ouais. Quand je suis dans la nature, mais c'est une évidence. Les animaux, de la même façon. Les animaux, c'est pareil. Et pour moi, c'est du même ordre. C'est les animaux, la nature. J'aime être, évidemment, en tant que bonne méditerranéenne et ayant eu une enfance quand même très entourée d'eau, de mer, l'eau me purifie. Donc, vous voyez, c'est des mots que j'emploie fort, mais c'est vrai. L'eau du baptême ? Alors, j'ai jamais été baptisée, je ne suis pas baptisée, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Un jour, je crois que j'aimerais beaucoup être baptisée. C'est bizarre, hein ? Je vais pas à l'église, je ne suis pas... les dogmes ne me touchent pas. Par contre, je peux rentrer dans une église et être complètement bouleversée par une vibration, encore une fois. D'autres fois, non, parce que les églises, je trouve, n'ont pas toujours la vibration dont j'ai besoin, de douceur, de grandeur. Ouais. Il n'est jamais trop tard ? Il n'est jamais trop tard. Pour être baptisé ? Non. Et en fait, baptisé, ça voudrait dire pour moi, comme l'éternelle purification. Parce que voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la liberté intérieure, la lumière intérieure, pas la purification, mais la pureté, redevenir innocent. C'est dans ce sens-là que je pense pureté. C'est pour ça que je suis aussi touchée par les animaux, par la nature, par les enfants. C'est du même ordre. Ça redonne toujours cette beauté.
je sais pas. Divine, ouais. C'est divin, en fait. La nature, les enfants, plus que les églises, les prières. Les prières, j'en adresse, oui. Mais en fait, mais les églises, vous les fréquentez? Peu. J'aime pas trop les dogmes. Je n'aime pas qu'on m'impose une façon de penser ou d'être. J'ai toujours été réfractaire à toute autorité, moi. J'aime pas l'autorité. J'aime sentir et j'aime être en accord avec une certaine autorité à qui je vais accorder ma confiance. L'autorité du ciel. L'autorité du ciel, celle-là, je veux bien la... En fait, je me dis, accorder la confiance au ciel, c'est s'accorder sa confiance aussi. C'est reprendre confiance. Je me dis, quand j'adresse des prières, c'est autant pour me parler que pour, en effet, élever ma pensée et mon émotion, que pour la recevoir. C'est un échange. Hein. De toute façon, le ciel, quoi, c'est sublime, le ciel. Quand je ferme mes volets le soir, je regarde le ciel, j'ai la chance d'être face au ciel, aux étoiles, à la lune. Franchement, ça élève aussi. Je suis restée très enfantine, en fait. Je suis restée très enfantine à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est très enfantin dans la foi. Si j'ai une foi, elle est très enfantine. Elle accorde de sa confiance à la grandeur, à la beauté, mais surtout au cœur. Le ciel, pour moi, c'est le grand cœur, quoi. C'est le cœur saint, quoi. Donc c'est ça, oui, ça me parle, oui. Merci beaucoup, Guylaine. Je reviens auprès de vous pour la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges très beaux, très belles vibrations que vous nous avez partagées. Comment avez-vous vécu cette expérience d'interview très émotionnellement, très émue. Différente. Très émue de raconter ce que j'ai raconté. Je le raconte pas souvent, ça même jamais. Mais ouais, donc parler de mon métier, en effet, ça m'émeut. Parce que c'est un métier que j'adore. Hein, et qu'il il me fait vibrer, en fait. Et donc, voilà, donc c'est très émouvant d'en parler. Un métier de partage aussi. Oui, partager cette vibration dont vous parlez. Ouais. Je vous ai proposé 4 mots. Ouais. Lequel vous a le plus fait vibrer, justement? Il y avait Occitanie, il y avait ciel, il y avait sœur, et il y avait un autre mot, ombre. Le ciel, je pense. Le ciel. Ouais. Bon, la boucle est bouclée. Ouais. On a commencé par le juste ciel, on finit par le ciel et on va reparler de ciel, du juste ciel, le film dans lequel vous êtes à l'affiche, en ce moment dans les salles. Ouais. Super sympa, un film de bonne sœur très gai. Et puis vous êtes aussi à l'affiche d'un second film qui, lui, vient tout juste de sortir. Ouais. Donc c'est Arrête avec tes mensonges. De Olivier Payon avec Guillaume de Tonquédec. De Olivier Payon avec Guillaume de Tonquédec. Voilà. Et le premier, Juste Ciel, c'est avec Valérie Bonneton. Et c'est drôle parce qu'on les connaît, bien sûr, tous les deux dans Fais pas ci, fais pas ça. Oui, exactement, exactement. C'est drôle. Ouais, c'est marrant. Le hasard fait bien les choses. Oui. S'il y a un hasard. Je sais pas si le hasard existe exactement, je sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point. Notre libre arbitre, ça, j'en suis persuadée, est très important. Je sais pas. C'est beaucoup de questions sans réponse, hein, ça. On n'a pas aussi de pour après, l'au-delà. On a fini la tête dans les étoiles. Ouais, en tout cas, ce dont je suis persuadée d'une chose depuis que je suis enfant. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est qu'on a signé un contrat et qu'on descend avec tel père et telle mère. Et que tout le travail est à venir quand on est. On va apprendre des choses. On va désapprendre des choses. Et on va devoir on est avec des cartes en main et ensuite... Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les joue? Ouais, ça me plaît beaucoup, cette idée. Merci beaucoup, en tout cas, Guylaine Landez. C'est moi.
Merci beaucoup à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le replay de cette émission Lumière intérieure sur ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end, très bonne semaine.